Ce que je vous présente ici, c'est un projet qui est en cours et on va discuter un petit peu non seulement du contenu, mais aussi, j'ai toujours plaisir à échanger avec les chercheurs sur la question, disons, de l'organisation de nos projets en humanité numérique, la question de leur pérennité, la question de leur alimentation, la question parfois de leur financement. Alors, le projet que je présente aujourd'hui, a pour but de rendre donc accessible par le biais d'une interface cartographique euh, un ensemble d'informations collectées pardon, et connectées aussi lors de plusieurs missions françaises qui ont été effectuées en Bithynie. Alors la Bithynie, vous savez tous où c'est. La Bithynie, qui est une région donc au nord-ouest de la Turquie et qui, plus précisément, s'étend donc de la rive sud de la mer de Marmara jusqu'au mont Olympe au sud de Turquie, et puis en gros du lac d'Apollyon ou Apollonias à l'ouest jusqu'à la rivière Sangarios qui part de la mer Noire. Alors, ce projet a été initié en collaboration avec l'Académie des sciences autrichienne et l'Université de Vienne. Il est géré par un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs, dont mon principal collaborateur, Julien Curie, est intervenu, je crois, déjà dans ton séminaire en cas, et il a été postdoctorant du laboratoire d'excellence RESMED qui a permis de trouver le financement initial pour ce projet. Donc, nous regroupons, comme vous le voyez sur ce petit schéma, un grand nombre de données historiques et archéologiques selon des thématiques que nous choisissons. Nous créons et nous gérons donc une base de données spatiale et on essaye de rendre ces données manipulables cartographiquement par le biais de requêtes informatiques. Alors, notre projet s'intéresse donc particulièrement dans la région à l'époque byzantine, et il s'inscrit donc pleinement dans le champ des humanités numériques appliquées aux sciences archéologiques et historiques. Alors, je reviens à ce que tu disais en introduction. J'ai la chance donc d'être en ce moment à la Maison française d'Oxford, qui est une institution d'appui à la recherche où il y a en ce moment 4 chercheurs Research Fellow, comme on dit ici, et qui donc se veut un peu une plateforme pour présenter la recherche française en Angleterre et toujours en lien avec l'université d'Oxford. Et je suis en charge des époques antiques et médiévales, et j'avoue que je trouve ici un dynamisme exceptionnel et aussi un appétit, surtout dans un contexte post-Brexit, pour nos activités sur le continent. C'est une marmite qui bouillonne ici, et sachez que vous aurez toujours la possibilité de profiter de cette plateforme, soit pour un séjour d'études, puisqu'il y a des chambres. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous l'institution, mais je crois qu'elle gagne de toute façon à être connue plus généralement. Des supports à la recherche aussi pour des montages de projets, des choses comme ça. Donc un environnement situé au cœur de l'université d'Oxford. Alors, on sait bien, et je vais revenir dans un instant justement sur la question des humanités numériques et de l'évolution de ces disciplines à Oxford, parce que je crois qu'il y a certaines pistes qui sont suivies qui pourraient nous inspirer. Donc, la recherche dans le domaine des humanités numériques, évidemment, a connu une croissance et un développement explosif au cours des 10 dernières années, avec 2 facteurs importants sans doute, à savoir la forte mobilisation de nos communautés scientifiques et savantes pour s'engager dans ce domaine, dans tous les secteurs des humanités, et puis évidemment le progrès extraordinaire des outils et des capacités numériques. Alors, il en résulte une profusion d'initiatives à tous les niveaux que ton séminaire en cas, en particulier l'an dernier où j'ai plus suivi, a très bien documenté, hein, à la fois des grands projets de numérisation qui sont menés par des bibliothèques, des institutions académiques, et puis, donc, y compris des numérisations de corpus de toutes sortes,
et puis des multiples projets de recherche individuelle aux objectifs ciblés. Et si on regarde un petit peu aux évolutions, les évolutions de la définition des humanités numériques, d'après le célèbre manifeste il y a quelques années, là, on reste une transdiscipline, c'est-à-dire une discipline qui fait appel à toutes sortes de méthodes, de systèmes, de perspectives heuristiques dans les domaines des sciences humaines et sociales. Et ce qui crée d'ailleurs des contraintes techniques et donc économiques accrues pour la recherche et qu'on ne doit pas cesser de prendre en compte avant de crier base de données dans chacun de nos projets. Il faut savoir comment non seulement les nourrir, mais les maintenir dans le temps. Et évidemment, à Paris, vous êtes en particulier à la Oroc extrêmement bien outillé pour cela et un exemple que nous aimerions tous pouvoir suivre. Alors, collaboration, convergence, hein, de nombreuses communautés scientifiques, et on voit de plus en plus de croisements entre, par exemple, l'encodage des sources textuelles, les systèmes d'information géographique, ce dont je parlerai, la lexicométrie, la numérisation du patrimoine culturel, la cartographie web, ce qu'on appelle le data mining, etc. Alors, ce que je voulais dire à propos d'Oxford, parce que tout ça vous connaissez très bien, c'est que a pris place ici une nouvelle initiative tout à fait passionnante dans le domaine des humanités numériques, où on a changé le nom. En fait, on n'appelle plus ça humanité numérique à Oxford, c'est Digital Scholarship. Alors, on tend à distinguer donc Digital Scholarship et Digital Humanities. Alors, pourquoi un changement de nom? D'abord, pour en finir avec la distinction entre humanité et sciences dures, qui plaçait trop souvent et qui continue à placer en position paradoxalement d'infériorité les sciences dures comme simples fournisseurs de services. Et on sait combien ça peut être inefficace. Et deuxièmement, bien que les sciences humaines constituent un ensemble de disciplines universitaires, il est clair que les humanités numériques, ce n'est pas une discipline universitaire. Il s'agit d'un ensemble de méthodes et de technologies qui sont potentiellement applicables à tout domaine universitaire. Et donc, aujourd'hui, il y a aussi un renouvellement global en termes d'enseignement. Ici, donc, il y a, en mars, se sont tenues les sélections du premier master en Digital Scholarship à Oxford, mais qui fait écho évidemment à plein d'initiatives qu'on connaît aussi en France, que ce soit, je pense, à Paris 1 ou à l'École des Chartes, qui a 2 masters, par exemple, aujourd'hui, consacrés aux humanités numériques. Et puis, le fait d'appeler humanité numérique l'ensemble de nos démarches a semblé impliquer l'existence d'un ensemble de disciplines en opposition donc, avec les humanités traditionnelles. Et on sait tous que dans certains contextes, c'est ce que dit le site de Digital Scholarship, que parfois une promotion un peu trop agressive des méthodes numériques a engendré un antagonisme entre les gens qui défendent des méthodes traditionnelles et ceux qui défendent des méthodes numériques. Et cet antagonisme a trop souvent, on a déjà le recul pour le voir, suscité des coupures entre ceux qui ne travaillaient que sur les méthodes numériques et ceux qui continuaient à ne jurer que par la formation traditionnelle et, je dirais, à la philologie, à l'étude des textes, etc. Alors, donc, pour nous, pour revenir à la Bithynie, il est évident que notre projet prend en compte ce changement profond des stratégies d'archivage et de mise à disposition des données scientifiques issues de l'archéologie. En fait, la croissance exponentielle donc, des capacités de stockage, des dispositifs numériques, des démocratisations des modalités d'utilisation, tout ça a bouleversé la capacité qu'on a de stocker nos données archéologiques et de les présenter de façon accessible à nos collaborateurs et aussi à ceux qui veulent simplement en prendre connaissance. Donc, la cartographie collaborative est l'étape qui permet de donner à voir ces archives archéologiques et elle propose une gestion interactive des données pour produire des cartes numériques. Alors, tout ça est évidemment bien connu et encore une fois, à Oroc, vous avez un grand nombre de projets de cartographie tout à fait
tout à fait remarquable et encore une fois très inspirant. Alors pour autant, c'est vrai qu'il est difficile, et je le vois à Oxford, et c'est un peu le sens de mon projet qui s'appelle Archéologie, Archéométrie et Digital Humanities euh, à Oxford, c'est de voir à quel point il est difficile d'obtenir des répertoires d'initiatives similaires, puisque chacun fait un peu la même chose dans son coin, et c'est particulièrement frappant quand on change de pays, que ce soit pour nous entre la France, pour notre projet Bikini, entre la France et l'Autriche, ou que ce soit encore entre la France et le Royaume-Uni. On voit vraiment énormément de projets extrêmement similaires qui sans doute bénéficieraient à l'échelle internationale d'un dialogue plus avancé. Alors, pour les SIG archéologiques, là aussi, ils sont en nombre infini. Alors, vous connaissez ceux qui sont à l'échelle de site. Je pense au Web SIG de Delos en Grèce, par exemple, qui a été mis en place par l'École française d'archéologie d'Athènes. Ou à Arscan à Nanterre, vous avez ce SIG sur l'archéologie du bassin parisien, par exemple, qui cette fois dépasse le simple site pour être à l'échelle d'une région. Et la région, c'est bien l'échelle à laquelle nous nous plaçons pour le domaine pour l'espace Bithynie. Alors, donc, outre cette efficacité dans la gestion, dans la manipulation d'un corpus de données, cette cartographie en ligne offre aussi une meilleure visibilité au programme de recherche. C'est une très belle carte de visite et l'accès à distance est rendu possible, donc soit intégralement, soit suivant des protocoles de sécurité pour les collaborateurs. Et de cette façon, il y a vraiment deux piliers de la recherche archéologique qui sont consolidés par ce mode d'approche. La sauvegarde et l'archivage des données, et puis la disponibilité. Alors, dans le temps, ça, c'est un problème qui se pose parce que une des raisons de la réforme du Digital Scholarship à Oxford, c'est quand j'avais fait des enquêtes il y a 2 ans avant de venir ici, il y avait des listes avec une trentaine de projets, la moitié était morte parce que 5 ans après, il n'y a plus de crédit pour les entretenir. Donc, aujourd'hui, je dirais que tout projet doit prendre en compte ce qu'on appelle la pérennité chez nous, la sustainability chez eux. Et sans cette étape de base, je suis extrêmement sceptique sur je ne vais pas dire les financements multiples, mais sur la durabilité donc, de nos initiatives. Alors, il est nécessaire pour cette durabilité de prendre en compte des contraintes spécifiques pour les humanités numériques, à savoir la base de données doit être évolutive. Vous savez très bien, et vous tous qui travaillez sur ces domaines-là, qu'on en est très rapidement aux versions bêta, gamma, etc. Et donc, il faut pouvoir s'adapter au progrès rapide des technologies. Et il faut pouvoir intégrer toute évolution de langage, de logiciel, de serveurs cartographiques. Donc là encore, ça doit être dans les prérequis de nos projets. Je le dis d'autant plus que c'est une autocritique que je fais volontiers à notre propre projet, parce que ces paramètres vont avoir une influence essentielle sur l'évolution de la dynamique du programme interactif. Un deuxième aspect technique, c'est celui donc de la sauvegarde et de la protection des données, au-delà même de l'évolution technique. Et donc, il faut avoir des protocoles de sauvegarde simultanés sur plusieurs serveurs à la fois, etc. Et il en va de même pour les interfaces cartographiques, pas seulement les serveurs qui détiennent les données, mais aussi la gestion des interfaces, donc le web mapping, qui lui aussi évolue entre back-end et front-end. Je m'excuse pour ces anglicismes sur lesquels je reviendrai. Donc, ce qui peut paraître absolument évident quand on dit ça, est simple à mettre en œuvre, et malheureusement souvent négligé dans l'enthousiasme de nos projets. C'est-à-dire que quand on lance un projet, on est enthousiaste, on fait l'essentiel du travail, je dirais, de recherche, mais la question, finalement, ce qui serait de la publication papier, mais là en ligne, vient souvent au second plan. Alors, après ces généralités, et pour beaucoup d'entre vous, ces banalités, j'en viens donc aux données que j'ai voulu traiter avec ce projet.
Vous connaissez peut-être la Bithynie grâce au volume de la Tabula Imperi Byzantini qui a été présenté dans ce même séminaire, mais je ne sais pas en cas à cette époque, ce n'était pas en ligne, hein, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Ça a Mais commencé à peine. commencé Mais à je vais peine. envoyer le lien. Je vais envoyer le Voilà. lien dans le chat. Merci. Donc, il y avait une initiative autrichienne de géographie historique et puis une initiative française un peu différente depuis les années 80. Donc, deux programmes de recherche byzantins, de recherche français, ont été consacrés à la région de Bithynie. Alors, Jacques Lefort, byzantiniste, ancien directeur de recherche à l'EPHE, qui est décédé trop tôt, il y a quelques années, avait lancé une première enquête donc à l'école pratique des hautes études entre 87 et 94. Et cet remarquable volume, la Bithynie au Moyen Âge, rassemblait 19 études vraiment synthétiques, transdisciplinaires, qui vraiment restent aujourd'hui un modèle d'appréhension, du moins pour ma période, d'une région à l'époque byzantine. Et grâce à ces missions de terrain, auxquelles moi-même je n'ai pas participé, hein, c'était avant que je sois chercheur, grâce à ces missions de terrain, on a conservé des centaines de photographies, des enregistrements vidéo, des dessins, toutes sortes de documents qui ont été archivés à Paris. Et évidemment, tous ces éléments ne pouvaient pas être inclus dans le seul volume imprimé. Le but du volume que j'ai mentionné était d'ailleurs de travailler spécifiquement sur l'évolution du paysage et de la société bithynienne, sans enregistrer tous les vestiges sur lesquels était tombée la mission. C'est évidemment une publication dans le cadre d'un ouvrage de 400 pages et forcément partielle. Or, la richesse de ces archives, je le répète, à un niveau régional et non pas à un seul niveau de site. Cette prospection à un niveau régional eh bien, restait inexploitée dans les tiroirs des meubles du Collège de France, où est située mon unité Orient et Méditerranée pour l'équipe byzantine. Alors, quant à la cartographie, le résultat était très joli, mais modeste. Une seule carte avait été produite et la carte ne mentionnait que les éléments vus sur place. Donc, si un site était documenté par une autre source, il n'était pas repéré sur la carte et même si c'était un beau dépliant, l'usage d'un tel document était évidemment relativement limité. Je précise quand même que chaque numéro avait quand même était légendé hein, pour qu'on puisse retrouver, il fallait se reporter du numéro au nom du site. Enfin, ce n'est pas extrêmement maniable, mais on voit déjà tout le potentiel d'une telle cartographie, qui est celle aussi qui est pratiquée par la Tabula Imperi byzantine. Alors, un deuxième programme où j'ai participé, celui-ci, tout jeune, a été supervisé par Marie-France Ozépi à l'Université Paris 8. Il a débuté en 2004, il a fini en 2009 ou 2010. 2010, la campagne de prospection n'a pu avoir lieu dans de bonnes conditions. Et il était financé, cette fois, par le ministère des Affaires étrangères français et en partie, pour un petit bout, par l'École française d'Athènes et par nos universités respectives. Et c'était vraiment une mission, cette fois, de byzantinistes. Marie-France Ozépi, Annie Pralon, Jean-Pierre Grélois, Michel Kaplan, moi-même, des collaborateurs turcs de la Mimar Sinan Université à Istanbul. Et cette fois-ci, on avait vraiment, en tant que spécialiste du monachisme, on avait pour but de dresser un inventaire des monuments médiévaux en Bithynie et autour du mont Olympe, en se concentrant sur les monastères et en incluant dans la boucle de nos informations les vies de saints, qui sont extrêmement abondantes pour l'époque, et le mont Olympe étant, avant le mont Athos,
la première grande montagne sacrée où se réfugièrent les moines au temps de l'iconoclasme, qui est très dynamique au IXe jusqu'au Xe siècle, il y avait là des textes, des sources que nous voulions réconcilier avec la topographie. Alors, nos résultats furent publiés dans la revue des études byzantines, que Anka, tu as mentionné et qui est toujours cher à mon cœur. Et chaque année, dans Anatolia Antiqua, ensuite, qui est le journal que vous connaissez de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Alors, comme tous les missionnaires du ministère des Affaires étrangères, on a fait aussi des rapports abondants au ministère, une sorte de littérature grise, qui sans doute n'a jamais été lue, et qu'on compilait et envoyait au ministère des Affaires étrangères. Et on a présenté aussi nos travaux aux réunions annuelles des archéologues travaillant en Turquie. Quand les archéologues étrangers étaient encore nombreux. Mais alors, encore une fois, hein, avec près de 500 pages écrites, des centaines de photographies, etc., l'enquête n'était pas disponible intégralement, car en fait, notre matériel documentaire était parfois très dispersé d'un point de vue chronologique. Nous relevions tout ce que nous trouvions, et j'y viendrai dans un instant. En fait, nos découvertes allaient bien au-delà du sujet des monastères byzantins et incluaient des établissements, des artefacts romains ou de l'autre côté du spectre chronologique ottoman. Alors, la cartographie était cette fois-ci encore plus je dirais, simple, limitée aux établissements dont nous étions sûrs qu'ils étaient des établissements de culte byzantins et pour certains monastiques, mais il est toujours difficile d'identifier un monastère à partir d'une église. Et l'archéologie monastique est quelque chose qui n'existe pas, du moins dans le cadre de l'Ancien Empire byzantin. Voilà la carte des sites que nous avons en tout cas visités. Alors, lorsque j'ai pris la responsabilité de la prospection, les autorités turques ont décidé de ne pas octroyer de nouvelles autorisations, ce qui tombait mal. Mais pourquoi? Alors, c'était dommage parce que, en fait, nos enquêtes ont été extrêmement productives dans une région qui est confrontée à une pression urbaine extrêmement rapide. Alors, que craignaient les autorités en dehors des motivations de l'évolution générale du cadre de l'archéologie étrangère en Turquie, sur lequel je ne reviens pas? Je pense que les autorités craignaient aussi probablement que ces enquêtes ne menacent des sites archéologiques susceptibles d'être pillés par des chasseurs de trésors, en particulier quand il s'agit de prospection. Et je dois dire que ce sont des choses que, hélas, nous avons vues après avoir été menés une année sur un site par des habitants de villages, des agriculteurs qui avaient remarqué dans leur champ tel ou tel vestige. Nous y sommes allés, nous avons été observés. L'année d'après, nous sommes revenus et les sites étaient détruits. Donc, je comprends aussi cette méfiance vis-à-vis de la prospection nomade que l'on peut mener sur le terrain et quand elle n'est pas assortie, et elle ne peut pas l'être, tellement cette région est riche de mesures de sécurité pour préserver les sites des pilleurs et des chasseurs de trésors. Alors en même temps, c'est une contradiction, mais si vous trouvez quelque chose, je considère qu'il est d'autant plus important de donner une certaine publicité à ce patrimoine. Et donc, se tourner vers la cartographie numérique m'avait semblé une réponse évidente pour de fait traiter le matériel acquis, pallier le fait qu'on ne pouvait plus avoir accès au terrain et surtout remédier au fait qu'on n'avait pas pu tout publier. Donc la technologie de la cartographie en ligne peut, dans cette configuration, aider à présenter des observations de terrain. Mais le débat était, fallait-il juste un catalogue, un référentiel ou quelque chose que l'on puisse interroger. Et du catalogue à la base de données interrogeables qui fait sens d'un point de vue archéologique, il y a un pas qui s'est avéré relativement grand à franchir. Alors, si je veux rentrer quand même un peu dans
dans le concret des vestiges. De quoi est-ce que je parle, en fait, depuis tout à l'heure? Alors, parmi vous, je ne sais pas quels sont ceux qui ont l'habitude, en cas, je suis persuadé que tu as l'habitude de faire ça tout le temps, mais voilà le type de vestiges qu'on rencontre et qu'on a catalogués. Alors, en général, on trouve sur les places centrales de villages en Turquie des éléments où les périodes romaines, byzantines, ottomanes sont toutes mélangées et c'est souvent sur la place du village, pas loin de la mosquée, qu'on rassemble ces éléments décoratifs qui servent parfois de façon détournée de table basse ou de fontaines, comme vous le voyez là pour ce sarcophage d'époque impériale. Alors, par ailleurs, il faut être au contact évidemment des habitants parce qu'un grand nombre d'artefacts, quand ils sont jolis, ont pu être vus dans des maisons privées. C'est le cas à Barakle, de ces 4 éléments que nous avons documentés. Et il faut du temps, rentrer dans les maisons, atteindre des éléments qui parfois sont même difficiles d'accès et parfois difficiles à photographier. Alors, dans les initiatives publiques que nous avons constatées, qui sont assez fréquentes, il y a les parcs publics. Et parfois, le maire, comme à Karacabey ici, a la bonne idée de mettre toutes les trouvailles locales qui arrivent en tracteur, plutôt que de les envoyer au musée de Bursa, qui est le musée le plus important de la région, bien, elles restent là, elles échouent dans un parc public. Et l'effet, je dois dire, très, très agréable. Ces pièces ne sont en général pas documentées, pas relevées. Elles sont surtout dans un statut de transitoire parce que peut-être joindront-elles un musée ou peut-être rejoindront-elles une demeure privée, un autre jardin, et peut-être que le maire va changer et que le parc va être transformé en autre chose. Donc là encore, si nous tombions sur ces éléments qui sont clairement, non pas d'époque byzantine, sauf le meneau de fenêtre là au centre, et peut-être ce chapiteau en haut à droite, nous les documentions et nous prenions le temps de le faire. Alors, parfois, nous arrivions de façon tout à fait providentielle à Tartala, qui est une ville bien connue, qui a été très souvent visitée. Les équipes des missions Lefort avaient déjà visité à 2 reprises ce village, mais l'installation de câbles pour l'Internet ont fourni d'un coup un matériel inscrit extrêmement intéressant, inscrit pour la stèle que vous voyez, des bases de statues, et qui a été documenté à côté des véhicules de terrassement. Ils étaient encore là quand nous avons photographié les 2 éléments de gauche. Donc là encore, une sorte de veille archéologique, parce qu'on ne sait pas où iront ces documents, ces éléments ensuite. Alors, d'autres éléments étaient bien connus. Là, je fais référence pour les byzantinistes, une célèbre mission de Iork Shevchenko et de Cyril Mango dans les années 1970 sur le site de Kurşunlu, qui est au bord de la mer de Marmara, très connu notamment par la géographie. Donc, ce site avait été documenté dans les années 70 et quand nous y sommes revenus, il avait bien changé puisqu'il avait été transformé en hôtel touristique et que les éléments byzantins, vous voyez comme ici ce potelet, avaient été réutilisés de façon un peu circonstancielle. Et donc, cette résidence touristique a permis de mettre à jour énormément d'éléments tout à fait spectaculaires que Shevchenko et Mango n'avaient pas vus et qui étaient donc dans la végétation posée là après la construction de l'hôtel. Alors, notre ambition aussi, ce qui pouvait apparaître sur la cartographie en ligne, c'est la cohérence de la région. Et là, je pense au relevé de la vallée d'un fleuve qui s'appelle le Nilufer, que vous voyez en bas, sur la carte, en bas à droite, où nous avons visité autour de cette vallée 5 villages à quelques kilomètres l'un de l'autre, et où nous avons à chaque fois trouvé un matériel très similaire, indiquant
des installations anciennes et denses. C'est une région extrêmement dense. Tous les 5-10 kilomètres, vous trouvez un site, parfois très modeste, mais des vestiges historiques certains, là encore, Antiquité tardive, byzantin, et parfois récupération, comme vous voyez en bas à gauche, pour une inscription de 1933 d'un meneau. L'autre chose que nous avons pu repérer, c'est des éléments sur la côte de la mer de Marmara, donc cette fois-ci très loin des monastères, mais nous voulions savoir s'il était possible, puisque nous savions que les moines de cette région ne cessaient de se déplacer vers la capitale, vers Constantinople, si nous avions des traces de cabotage. Et en effet, nous en avons trouvé d'assez nombreuses. Pour tout dire, extrêmement difficile à dater sur le terrain comme ça, mais certaines pointant directement. Alors, on parle toujours du mortier à tuileaux, là en bas à gauche, comme indication d'un mortier tardo-antique ou médiéval, je ne le prononcerai pas. En tout cas, une présence extrêmement riche, une occupation extrêmement riche de ces bords de mer. Alors, les sites suivants nous montrent des sites archéologiques complètement inconnus, non fouillés, sinon par des chasseurs de trésors, que nous avons découverts illégalement, enfin, que nous avons découverts légalement, parce que nous avions le permis de travail, mais illégalement fouillés. Par exemple, le monastère ici d'Arnavutköy, dont la richesse nous est demeurée complètement inexpliquée. Vous voyez ce chapiteau qui a été retraité à l'époque chrétienne, qui est vraiment un unicum dont Jean-Pierre Sodeni nous a attesté, je dirais, le caractère tout à fait exceptionnel. Ou encore à partir d'une propriété privée dans un lieu dit Messoudié, où nous avons été menés par des villageois qui avaient remarqué que dans le bosquet, en bas à droite, figurait sans doute une ancienne église, et en quelques minutes, nous avons en effet trouvé les vestiges d'un opus sectilé avec un niveau de richesse pointant cette fois probablement vers l'époque de l'empire de Nicée, donc au XIIIe siècle, suivant les analyses que nous ont fournies les céramologues. Et là encore, il suffit de se baisser pour ramasser. Et c'est ce site qui, malheureusement, l'année d'après, avait été absolument massacré par des chasseurs de trésors. Dernier élément, un autre site, là encore, découvert suite à l'installation de canalisations dans loin d'un village, de très beaux éléments de sculpture d'église, une plaque d'ambon ici, dans le village de Dayert, où donc les travaux de construction ont relevé ont permis de constater des vestiges byzantins incontestables. Comme nous voyons ici, alors certains archéologues pourront fouiller ces sites un jour, mais l'importance des constats, l'état d'urgence pour la préservation font de notre devoir, je trouve, de publier ces éléments qui ne permettent pas de conclusion définitive. C'est simplement du ramassage, j'allais dire, enfin du ramassage, de la photographie sur place, et ensuite nous abandonnions les choses en les dissimulant le mieux possible. Alors, l'intérêt de la collecte d'informations en ligne, c'est aussi de ne pas distinguer les périodes. Alors, je mentionne ici quelques inscriptions byzantines que nous avons trouvées. Elles sont extrêmement rares. En revanche, nous avons trouvé de superbes inscriptions romaines, impériales, inédites, que nous avons laissées aux spécialistes le soin de publier après une prépublication dans la revue de l'IFEA, et qui ont été reprises ensuite dans le bulletin épigraphique. Donc, à nouveau, donnons ces photos en ligne, puisque nous les avons trouvées, et que, là encore, ce sont des pierres errantes. Alors, c'est le moment donc où
la base de données entre en jeu. Et c'est en intégrant ces données dans une plateforme qu'on espère montrer les relations et les interactions entre ces découvertes. Alors, n'étant pas spécialiste du tout de la construction de bases de données, mais sachant que nous avions des intérêts communs avec l'équipe de la Tabula Imperi-Byzantine de Vienne, bien, le projet, le logiciel donc, de back-end, pour parler un bon français, utilisé par notre projet, a été réalisé par une équipe de chercheurs et d'ingénieurs de l'Académie des sciences de Vienne dans le cadre d'un programme de cartographie en ligne qui s'appelait Digitizing Patterns of Power, ou DPP, dirigé par Mikhailo Popovic, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Alors, ce back-end, il est basé sur plusieurs protocoles techniques assez bien établis. L'acquisition des données géographiques est réalisée à l'aide d'un système de données open source, Open Atlas, tout simplement, qui offre un grand nombre d'outils de manipulation cartographique. Le stockage des informations géographiques et historiques est basé sur un concept SIDOC-CRM qui garantirait une compatibilité durable au niveau international. Et puis, d'un point de vue technique, les données sont gérées, stockées et géoréférencées dans des bases de données PostgreSQL, pour ceux qui ça veut dire quelque chose, et PostGIS, qui répondent à des normes adéquates, cohérentes en matière de gestion de bases de données spatiales. Alors, à tout moment, les données peuvent être consultées, visualisées, manipulées. Et nous avons donc l'aspect général de l'architecture de la base. Elle a des tables attributaires qui comprennent la localisation géographique, les acteurs. Je vais y revenir dans un instant. Les acteurs, ce sont à la fois les gens qui ont enquêté sur le terrain, et puis aussi, nous avons ajouté les voyageurs, grâce aux travaux de Jean-Pierre Grélois. Nous avons dans nos tables attributaires les sources des données, les toponymes qui étaient sur les cartes anciennes, les photos, les images, les références bibliographiques. Alors, évidemment, tout est lié, ce qui signifie que chaque tableau a au moins un lien ou plus avec d'autres tableaux. Alors, voilà l'aspect, tout simplement, pour entrer nos éléments dans un back-end qui n'est donc pas accessible au public. Alors, le logiciel Fronta, lui, donc le front-end, si vous voulez, qui a été utilisé par notre projet, cette fois n'a pas été défini par l'Académie des sciences de Vienne, mais par l'Université de Vienne, par l'équipe des géographes, dirigée par le professeur Karel Kritz. Et donc, à l'heure actuelle, plus de 1000 lieux sont intégrés pour l'ensemble de la région de Bithynie. Et pour une meilleure manipulation, eh bien, on trouve ce qui est devenu complètement la norme en 2 ans, hein, je dirais, la possibilité de regrouper les sites, une sorte de petits clusters en indiquant les nombres de sites se dissimulant sous chacun des points. Alors, donc, nous avons à chaque fois un nom d'une carte ancienne correspondant à une base, à un nom dans notre back-end, visualisable sur la carte moderne. Alors, ce qui est très important pour nous, c'est que notre base, à cause des changements dans la toponymie suite à l'instauration de la République turque, c'est que bon, ça a mis du temps à changer, mais nous avons utilisé des cartes turques anciennes que nous avons digitalisées. Alors, ces cartes anciennes, avant de venir aux cartes anciennes, on a aussi la possibilité d'examiner les données par des polygones de prospection, à savoir des domaines qui ont été couverts par des prospections pour une année donnée. Donc là, vous voyez par exemple des données. Alors, c'est un outil plus ou moins pertinent dans la mesure où on se déplace en voiture. Parfois, ça fait des grands sauts, mais ça documente les régions qui ont été vues. Alors, quelles sont les cartes anciennes? Et tout à l'heure, on va passer sur le site en ligne pour que ce soit plus vivant. Quelles sont les cartes anciennes que nous avons utilisées? Vous les voyez ici. Et donc, Julien Curie
qui est passé maître dans l'art du géoréférencement en travaillant sur les projections qui étaient utilisées pour ces cartes anciennes, a redressé, si je puis dire, ces cartes, a fait un géoréférencement dans la mesure où nous pouvons superposer aujourd'hui les cartes anciennes sur les cartes modernes, y compris donc avec les points. On a même rajouté la carte de Lefort publiée en 2003. Alors, l'assemblage des cartes topographique turc a été fait grâce à l'IGN qui, en fait, avait numérisé ces cartes sans les avoir mises à disposition en ligne, sauf sur un site que nous avions trouvé à l'Université d'Aix-Marseille. Et en remontant, en tirant le fil, on a eu l'autorisation, donc on a obtenu ces documents avec une numérisation de très haute qualité qui nous a permis donc de reconstituer l'intégralité de la Bithynie à partir des cartes que nous utilisions sur le terrain pour repérer les anciens toponymes qui étaient ceux des voyageurs et qui parfois étaient ceux même des populations grecques qui habitaient là, un peu affectées par la turquisation des toponymes. Donc ces six tuiles, si vous voulez, ont été fusionnés afin de fournir une seule carte et un fichier unique dans notre application cartographique. Alors, le dernier élément cartographique sur lequel nous avons travaillé, ça c'est Julien Curie qui y tenait, même si nous n'avons pas encore tiré toutes les informations, c'est de géoréférencer la carte géologique pour voir les interactions entre l'établissement, l'installation humaine, et puis la géologie sous-jacente donc de la région. Alors, l'agrégation de tous ces documents cartographiques numériques, donc, comme je l'ai dit, supposait un géoréférencement des cartes. Et là, nous avons utilisé le logiciel open source Quantum GIS et les méthodes classiques de géoréférencement en choisissant plusieurs points de contrôle cohérents sur les cartes auxquels nous avons donné des coordonnées géographiques réelles dans le World Geodesic System 84. Alors, tous les points géoréférencés ont été ensuite intégrés dans la plateforme, ce qui permet de fournir un important contexte historique et cartographique qu'on peut afficher ou non lors de la consultation des données recueillies au cours des enquêtes. Alors, avec l'intégration de ces informations, eh bien, nous avons on peut faire apparaître des liens entre les données. Alors, de loin, c'est très beau. De près, voilà à quoi ça ressemble. Donc, nous mettons en relation les sources des voyageurs. Vous voyez à chaque fois là, les voyageurs qui sont indiqués quand il y a travel. Nous avons les points topographiques. Nous avons les missions récentes. Nous avons les artefacts qui sont indiqués. Et donc, les catégories qui décrivent tous ces points sont variables, correspondent à des codes couleurs, mais derrière, il y a donc les sites, les artefacts archéologiques, les entités modernes contemporaines, les paysages, par exemple, plaine alluviale, région côtière, etc. etc. Alors, voilà comment, pour les objets, nous procédions. Voilà l'exemple un peu type d'un élément sculpté, un chapiteau ionique, photographié par Annie Pralon dans le village de Belenalan lors d'une mission Lefort. Autre exemple qui montre que nous ne sommes pas limités à Byzance ou à l'Antiquité tardive, le fait que nous ayons pris, là encore, des éléments de paysage, parce qu'il s'agisse d'urbanisation ou peut-être un jour de montée des eaux dans la mer de Marmara, il nous a semblé intéressant de mettre ces images à disposition, ainsi que l'architecture traditionnelle, qui tente à disparaître, et je parierais pas cher sur l'existence de cette maison
aujourd'hui documenté en bas, en bas à gauche. Voilà l'exemple de Tartale que je vous donnais tout à l'heure, où nous avons un grand nombre de voyageurs qui sont passés, Covell, Gebelli, Gerlach, Caballeros Marquizos, Philipson, Thévenot, Tournefort, Vigan. Tous sont passés là dans les années de 1776 à 1902. Et puis la mission Osepi, ici documentée, et Pralon, c'était la mission Lefort. Alors, à une plus grande échelle, à une échelle régionale, les contributions de nos travaux sont assez étonnantes. On montre parfois, souvent, cette image qui nous permet de voir comment le lac Apollionte s'est développé au fur et à mesure des années. Vous voyez qu'en bas, nous avons des éléments liés aux voyageurs qui documentent la route ancienne. Et l'alluvionnement du lac a fini par modifier la ligne de côte. Mais grâce aux points que nous pouvons placer, eh bien, nous faisons là de la géographie historique, puisque nous voyons bien que si les voyageurs passaient là, il y avait quand même théoriquement, hein, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on aurait pu couper pour aller plus vite. Eh bien non, parce qu'à l'époque, qu'il s'agisse du XVIIe ou du XVIIIe siècle, l'alluvionnement du fleuve qui débouche dans le lac d'Apollyon n'avait pas encore régularisé le littoral du lac. Donc là, on voit un tracé qui marque l'ancien rivage. Et la production sédimentaire est tout à fait récente. Alors, ce travail de web mapping, il peut aussi servir à un travail d'analyse statistique, d'analyse spatiale. Ça permet de produire des cartes de densité de la région, comme le montre l'illustration sur cette diapositive. Donc, il montre le nombre de lieux occupés par carré de la carte topographique turque et décrit donc par les missions, par les voyageurs, par les archéologues récents. Donc là, c'est complètement le début. En fait, vous repérez globalement la trame en carré hein, de la carte topographique turque. Il y a un point quasiment par carré, ou quand il y a des sites qui ont été attestés. Et puis, vous voyez l'importance, pour l'analyse spatiale, l'importance des vestiges qui ont été découverts. Alors, ça, c'est un peu la présentation donc, statique que je pouvais vous faire. Je vais maintenant cesser de partager le PowerPoint et vous montrer le résultat, somme toute encore bien modeste, que nous avons aujourd'hui en ligne. Donc, je vais partager un autre écran, c'est celui-ci. Oui. Eh bien, voilà notre interface. Alors, j'y reviendrai, j'ai dit tout à l'heure, hein, chacun développe dans son coin des outils similaires, mais l'année dernière, en cas, sauf erreur, tu avais eu une présentation de notre collègue anglais, dont le nom va me revenir, sur des systèmes à l'échelle de l'Empire romain tout à fait similaires. Là, notre avantage comparatif, c'est d'être un peu spécialiste de la période, si on veut dire. Et donc, avec nos différentes catégories, hein, les acteurs, qui sont les voyageurs, différents types d'emplacements, et ici, donc, la possibilité, quand nous nous rendons sur un site, eh bien, d'avoir des photos anciennes. Alors, évidemment que ces photos sont très moches, mais c'était des photos qu'avait fait Bernard Geiger lors des relevés géologiques qu'il pouvait faire, ou des coupes en bordure du lac d'Apollyon, par exemple. On ne discrimine pas, on met ces documents qu'évidemment, on n'aurait jamais songé à publier tous en papier. Donc, pour beaucoup de nos sites, je dois dire qu'il s'agit d'une simple mention dans un récit. Voilà par exemple le géoréférencement de la carte de Lefort.
sur laquelle eh bien, nous avons juxtaposé. Alors, on tombe pas si mal, hein, ça c'est vraiment pour une carte qui est le carré vert correspond au 14, le 5 ici. C'est à partir d'une carte là, qui était vraiment, en termes de projection, extrêmement fruste. Mais si vous gardez, par exemple, la carte ici, donc si je ne fais pas d'erreur allemande, vous voyez que nous avons réussi à, ici c'est plus net, nous avons réussi à repérer, vous voyez, je prends ici cet exemple, hein, Gurlé, bon, on est vraiment, quand on zoome, le processus de géoréférencement marche assez bien et permet du coup de documenter une fois encore les routes des voyageurs. Je prends la carte de Van Diest, qui est également assez intéressante. Donc, la question qui est l'assemblage, oui, le fameux assemblage des cartes turques grâce à l'IGN, on couvre une très large partie et ces cartes turques sont, vous voyez, la qualité du détail que nous avons pu intégrer. Je vais aller dans l'endroit où il y a des sites que nous avons vus. Donc, la qualité de ces briques de la carte géologique nous permet, là encore, de réconcilier la toponymie moderne et la toponymie ancienne. Alors, pour conclure, où est le point faible dans ce projet aujourd'hui? C'est essentiellement un projet descriptif. C'est un projet qui permet de trouver des informations, mais qui est encore éminemment perfectible dans son interrogation. Ce que je veux pouvoir faire, c'est demander non seulement si un voyageur y est allé, mais je veux pouvoir trouver les colonnes, les chapiteaux, les données très vagues, hein, la céramique, et si possible par période. Mais plus nous raffinons, plus nous avons besoin de temps. Et le temps, eh bien, c'est ce qui prend le plus évidemment d'argent dans nos missions. Donc, quand vous prévoyez 2 ans de post-doctorat, il faudrait en prévoir 6 ou 8 pour arriver à boucler la chose. Mais le fait d'avoir des intervenants, des interlocuteurs institutionnels rend relativement confiant sur la pérennité de la chose. L'Académie des sciences de Vienne, le Collège de France et l'Université de Vienne. Voilà ce projet comme étude de cas que je voulais vous présenter. Il est modeste, il est largement perfectible, mais nous avons beaucoup appris en le faisant. Et c'est aussi cela que le Digital Scholarship, pour prendre le vocabulaire d'Oxford, nous enseigne, c'est que contrairement à l'édition critique d'un texte, contrairement à l'analyse historique d'un document, quand on met un premier pas dans ces projets, on ne sait jamais comment cela va finir et si jamais ça va finir un jour. Voilà, en cas, j'espère que j'ai répondu à ton attente en présentant ce projet.